Je vous souhaite une excellente année 2025. Bienvenue à vous dans cette vidéo top 10 de mes films de l'année 2024. Et oui, quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année avec un petit top 10 de mes films préférés de l'année dernière. Alors, je vais aussi avoir quelques petites mentions honorables, mais avant toute chose, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon du Nouvel An, de très belles fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vos familles, que cette année 2025 va vous apporter de très belles choses, et j'espère aussi que vous avez regardé des films, que vous êtes allé au cinéma, que vous avez adoré aussi tous les films sortis cette année. Et donc aujourd'hui, bien sûr, pour cette première vidéo de l'année, il fallait que je fasse mon top 10 des films de l'année 2024. Alors à la base, je voulais faire un top de tous les films que j'avais vus, mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue. J'ai vu une cinquantaine de films, j'ai pas vu énormément de films nouveaux en 2024, sachant que cette année-ci, j'ai vu plus de 150 et quelques films, mais c'est beaucoup de films qui sont des autres années, 2023, 2022, ou encore des films cultes, des films que je n'avais pas encore vus, sortis il y a une dizaine d'années. J'ai regardé beaucoup de films, mais j'en ai vu qu'une cinquantaine de cette année 2024, c'est pourquoi je ne voulais pas forcément faire une vidéo très très longue qui rassemblerait tous les films que j'ai vus cette année-ci, et je vais me limiter à mon top 10, donc il n'y aura pas de flop dans cette vidéo, je vais parler uniquement des films que j'ai aimés dans cette année 2024, et j'ai pas tout vu, il y a plein de films que je n'ai pas encore vus, comme Wicked, il y a plein de films français que j'ai pas regardés, cette année je pense qu'en termes de films français je n'ai vu que Le Comte de Monte Cristo, ou encore un petit truc en plus, j'ai pas vu L'amour ouf, par exemple, tous d'autres films comme Aznavour, etc., je ne les ai pas vus, malheureusement, je vais essayer de les rattraper ici dans le courant du mois de janvier, peut-être du mois de février, mais je vais aussi surtout me focaliser sur des nouveaux films, et on va commencer donc cette série de top avec les mentions honorables. Alors j'ai choisi 3 films qui auraient pu se trouver dans le top 10, mais qui sont finalement dans le top 13, on va commencer bien évidemment avec la 3e mention honorable. Il s'agit de Godzilla Minus One, qui est sorti en début d'année chez nous, mais qui était sorti l'année dernière, enfin en 2023, du coup, à travers le monde et surtout au Japon. Il avait été à la base prévu pour sortir uniquement en streaming en VOD, et finalement ils n'ont sorti qu'une petite semaine chez nous en Belgique. Godzilla Minus One est pour moi le meilleur film Godzilla qui est sorti de ces dernières années. Alors on a eu beaucoup de films, Godzilla, Kong, Skull Island, Godzilla contre Kong, tous ces films-là, je vous avoue, j'ai même pas vu le Godzilla contre Kong, le dernier, je l'ai même pas vu. J'ai regardé la série Monsters, qui était sympathique, très sympathique, je recommande pour ceux qui n'ont pas vu et qui aiment tout ce qui est kaiju, etc. La série Monsters, c'est plutôt pas mal. Mais alors, pour ce qui est de ce film Godzilla Minus One, c'est un film, franchement, très très fort, parce que il y avait que 15 millions de budget, et ils ont réussi à nous proposer quelque chose de très très qualitatif, surtout au niveau des relations des personnages. On va suivre un couple, deux personnages principaux tout au long du film, et c'est surtout ça qui va faire la force dans ce film, c'est que Godzilla va être traité non pas comme étant le personnage principal de ce film, mais comme étant bien sûr la menace. Elle n'est pas toujours présente, elle est un peu en arrière-plan, et on va se concentrer sur les dégâts que cette créature va causer au sein de certaines villes du Japon à l'époque, dans les années 40, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que ce film est très touchant, avec la relation des personnages principaux, tout ce qu'ils traversent, et eux qui vont essayer de se reconstruire après une première catastrophe, et ensuite, forcément, on va basculer vers l'armée, tous les plans qui sont pour contrer Godzilla. L'histoire était très belle, plutôt intimiste, dans un film de telle ampleur. Donc franchement, Godzilla Minus One est une mention honorable, un film que j'ai beaucoup apprécié en ce début d'année 2024, donc je recommande bien évidemment. Passons ensuite à la mention honorable suivante, qui est Furiosa, a Mad Max Saga. Ça, c'était un film plutôt sympathique. Je vous avoue en clair, 2024 est l'année où j'ai rattrapé tous les Mad Max. Alors, je les avais pas vus, j'avais vu vite fait Fury Road,
il y a des années de ça, j'avais pas accroché. Je crois que je l'avais vu aux alentours de sa sortie, mais j'avais quoi, 13-14 ans à l'époque, et je m'intéressais pas encore à ce point-là au cinéma, aux films de ce genre. Et finalement, j'ai revu la trilogie originale, les trois premiers films, puis j'ai revu pardon, Fury Road, que je trouve à l'heure actuelle encore un peu surcoté, mais qui est malgré tout du bon divertissement, et je pense que pour Furiosa, c'est un film qui est pas mal, qui va retracer forcément le voyage de Furiosa, de quand elle est gamine, de toute son odyssée. Anya Taylor-Joy est très convaincante dans le rôle de Furiosa. Reprendre le manteau après Charlize Theron n'était pas une chose facile, et finalement, elle réussit avec brio à prendre le rôle à son tour. On a un film qui est bourré d'action, qui est très très bien filmé. Il y a beaucoup de chorégraphies qui sont très sympas à suivre, et toute cette séquence, tout ce rythme au long du film nous fait passer un agréable moment au cinéma. Donc forcément, c'est un film à ne pas manquer. C'est un film blockbuster qui fait partie des meilleurs de 2024, donc je le recommande très fortement. Et pour cette dernière mention honorable, nous allons parler de Society of the Snow. C'est un film très particulier, très touchant, pas facile à regarder, je vous l'accorde, inspiré d'une histoire vraie, sortie également en tout début d'année 2024, là vous voyez, il est sorti sur Netflix le 4 janvier 2024, donc je pense que c'était une de mes premières séances 2024, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai été conquis par cette histoire tragique, histoire vraie, d'un avion qui s'est écrasé dans des montagnes en Argentine, il y a des années de ça, je crois que ça se passait dans les années 70, 80, on va retrouver toute une équipe de joueurs de rugby, si je ne dis pas de bêtises, qui vont s'écraser au milieu de nulle part, aucun moyen de contacter qui que ce soit, c'est un endroit complètement perdu à des kilomètres et des kilomètres, ils sont une vingtaine, et pour survivre, ils vont devoir se battre, ils vont devoir faire en sorte de pouvoir survivre du mieux qu'ils peuvent, et malheureusement, dans cette histoire tragique, ça va aller un peu plus loin. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des survivants de ce crash qui ont voulu témoigner et qui ont donné leur témoignage pour que ce film soit fait. Il y avait déjà une première version de cette histoire qui avait été faite dans les années 90, je pense, aussi sur un avion qui se crache dans les montagnes. Et ici, The Society of the Snow est plutôt réussi, c'est très poignant, et on va une fois de plus s'attarder sur les personnages, sur l'hommage qu'on va faire à ces victimes. C'est surtout très intéressant de pouvoir mettre en avant l'héroïsme de certains, et surtout le courage qu'ils ont tous eu pendant cette période. Ils sont restés, je pense, plus de 40 ou 50 jours, je sais plus exactement. Ils sont restés plus de 2 mois là, dans cet avion, dans le froid, avec rien à manger. Et franchement, ce film est très 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 fort dans sa thématique, donc je recommande aussi. Maintenant, on va pouvoir passer à notre top 10. Mettez-moi donc en commentaire votre top 10, peut-être votre top 3 des films de l'année 2024. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé, vous, du cinéma cette année. Et nous allons, sans plus tarder, passer à notre top 10, qui est Love Lies Bleeding. Alors, je peux comprendre que c'est pas forcément un film que les gens mettraient dans leur top 10 ou même dans leur top 20 de l'année, mais ce film m'a particulièrement mis une claque. En fait, je ne m'étais pas du tout renseigné sur le film, j'avais vu aucune bande-annonce ou quoi que ce soit, je savais juste qu'il y avait Cathy O'Brien et Kristen Stewart dans le film, et je m'étais dit, ok, on va regarder, c'est A24, on va regarder le film et on va découvrir. Et franchement, je me suis pris une claque, et je pense que c'est peut-être le meilleur rôle de Kristen Stewart dans un film. Alors, elle a toujours ce rôle de garçon manqué, bien évidemment, elle a toujours ce côté, sa patte d'actrice qui va ressortir. Elle a une très belle dynamique avec Cathy O'Brien dans ce film, que je trouve formidable. Ce film m'a surpris de bout en bout, et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce film de taré? J'ai jamais pris une claque pareille devant un film de ce genre. Alors c'est pas une claque visuelle, c'est pas une claque tout ce que vous pouvez penser. Il y a une certaine bonne réalisation, il y a un très bon fil rouge tout au long du film, tout
se met en place jusqu'à la fin. Et franchement, les performances des actrices est tout simplement vraiment très très bonne. Et voilà, je trouve qu'il méritait sa place dans mon top 10. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je regardais un peu tous les films que j'avais vus sur mon Letterboxd. Je regardais et je me disais, allez, lui, dans tout ce que j'ai vu, il mérite sa place dans le top 10. Parce que je me suis vraiment pris une claque que beaucoup d'autres films n'ont pas fait cette année. Et je me suis dit, allez, 10ème place dans le top 10, c'est pas mal, on apprécie. Donc voilà, Love Lies Bleeding, que je recommande. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, je peux comprendre qu'il y a certaines scènes qui peuvent déranger, mais personnellement, j'ai été agréablement surpris. Mon top 9 fait partie des films que j'ai rattrapés en cette fin d'année. Il s'agit de The Apprentice. C'est un film qui va parler justement de l'ascension de Donald Trump en tant que businessman milliardaire. On va le suivre de ses jeunes jours, quand il était encore un jeune homme de la vingtaine d'années, qui va faire la rencontre justement de Roy Cohn, qui sera en fait son avocat, qui va lui donner tous ses conseils pour devenir un homme d'affaires impossible à battre. Et Jeremy Strong est beaucoup trop fort dans ce film. Jeremy Strong, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Succession, il fait partie de la famille Roy, c'est le Kendall Roy, c'est un des enfants. Il est exceptionnel dans la série Succession, et ici, il est méconnaissable. Je te jure, j'ai jamais vu un rôle aussi bien joué, de manière aussi froide, aussi stricte. Il était parfait dans ce rôle, il est excellent, et il est excellent aux côtés de Sebastian Stan, qui nous livre une performance de Donald Trump absolument incroyable. Je ne pensais pas que Sebastian Stan aurait pu faire une performance aussi folle, et ça prouve que c'est un excellent acteur, et c'est peut-être, de ce que j'ai vu de Sebastian Stan, son meilleur rôle également. Les mimiques, la façon de parler, la façon de bouger, il a parfaitement compris le personnage, et en plus de ça, le film ose aller au-delà de juste l'aspect businessman. C'est pas un film qui va te mettre Donald Trump en avant, ils vont vraiment aller au bout des choses, ils vont te montrer la personne qu'il est réellement, ils vont te montrer que c'est une personne horrible, qui ne reculera devant rien pour avancer. Il y a un aspect VHS sur tout le film, un ratio un peu plus serré, avec une espèce de filigrane VHS, et la réalisation, la façon dont c'est filmé, c'est vraiment très très impactant, parce qu'on réussit à suivre en fait cette ascension, et en même temps la descente aux enfers de Roy Cohn de son côté, et ça va être vraiment très intéressant de voir la relation qui va se dégrader au fil des années entre Roy Cohn et Donald Trump. J'ai vraiment pris mon pied devant ce film, j'ai adoré voir comment Trump était complètement dégueulasse dans ce film, dans le sens où on ose montrer quel personnage il est réellement, et pas juste voilà, la façade du businessman qui a tout réussi dans sa vie et qui est complètement parfait en tout point. C'est un mec qui est complètement fragile à l'intérieur, il a voilà, ce besoin d'ego, ce besoin de confiance permanent, et ça va complètement bouleverser, on va dire, tout son entourage, en fait. Poursuivons et passons à mon top 8. J'ai longtemps hésité à mettre ce film dans mon top, mais pourtant, il s'y trouve. Je vous parle du film Anora. Alors, Anora, belle surprise aussi. Belle surprise, et il m'a fallu quelques jours pour me rendre compte que le film était bon. Quand j'ai terminé mon visionnage du film, je me suis dit, ok, pas mal. J'ai bien aimé le film, mais je sentais qu'il fallait que je digère, que je repense aux thématiques du film. Alors, Anora, ça raconte l'histoire d'une jeune travailleuse du sexe qui va faire la rencontre d'une personne qui est en réalité héritier d'une grande famille russe, entre guillemets, et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Elle va le suivre, elle va vivre vraiment un véritable conte de fées, jusqu'à ce que la réalité prenne le dessus.
Et cette réalité est la famille russe, qui est assez particulière, et qui vont complètement aller mettre des bâtons dans les roues. Et franchement, Mikey Madison, elle nous fait une excellente prestation. Voilà, rien à dire de plus. Cette prestation dans ce film était très très bonne. Quand tu suis vraiment le milieu ultra défavorisé de personnes qui des travailleurs du sexe, qui vont se retrouver face à la haute société russe, il va y avoir une vraie confrontation, une lutte des classes, on va dire, dans ce film, où justement le personnage de Anora va essayer de se battre pour prouver qu'elle a sa place et qu'elle aime réellement le fils russe. Et lui, il est complètement à l'ouest de tout ce qui se passe. On voit que c'est un gosse de riche qui vit vraiment de l'argent de ses parents. Il en a un peu rien à foutre de tout ce qui se passe. Lui, il veut juste profiter, il veut juste kiffer. C'est un jeune, il a envie de profiter de la vie. Elle également. Et finalement, il est vraiment pris de passion par elle. Ils vont finir par se marier. Et voilà, tout va aller très très vite. Et justement, il va y avoir ce côté de la force de vouloir prouver que toutes les personnes valent quelque chose. Et chaque personne a sa raison d'exister, peu importe sa classe sociale, peu importe le travail qu'on fait. Donc franchement, un film qui est dans un premier temps assez mignon, même drôle, et qui va complètement changer de trajectoire vers la moitié. Et on va passer sur un truc un peu plus what the fuck, complètement loufoque, quoi. De dire, voilà, on va suivre ce personnage qui va aller un peu partout dans la ville à la recherche de son mari pour pouvoir faire telle ou telle chose. Ça va un peu dans tous les sens. Et franchement, ce film, on va se rendre compte qu'il faut pas aussi juger les gens à leur apparence. Franchement, c'est une belle leçon d'humanité, entre guillemets. Mon top 6 est également un film sorti en tout début d'année, qui était sorti en 2023 du côté des États-Unis, mais avec forcément les problèmes de distribution d'A24, etc. On se retrouve avec Poor Things, sorti en janvier chez nous. Un film complètement... L'esprit de Yorgos Lanthimos est dingue. Il nous a sorti un film complètement what the fuck, aussi bien dans sa réalisation que dans sa photographie, dans les décors, dans les costumes, dans les performances d'acteurs et surtout Emma Stone. Emma Stone, je crois que c'est la meilleure performance féminine que j'ai vue de cette dernière décennie. Elle mérite amplement son Oscar. Elle est incroyable dans ce rôle. Elle a réussi à me convaincre que c'était un enfant dans un corps d'adulte. Et ça, c'est pas facile à faire. Elle nous a convaincus tout au long du film que cette personne, cet enfant qui grandit à vitesse plus élevée que la normale, elle va chercher son indépendance, elle va chercher vraiment son émancipation tout au long du film. Et ça, c'est vachement fort, avec Willem Dafoe aussi dans ce film qui est très très bon dans le rôle du créateur, on va dire, de Bella Baxter. Et franchement, voilà, ce film, c'est une pépite, mais c'est incroyable. Je ne pensais pas prendre mon pied à ce point devant ce film qui est très dérangeant par moments, il y a beaucoup de malaise. Et même Mark Ruffalo, j'aurais jamais pensé voir Mark Ruffalo dans un rôle inverse de la personne qu'il est réellement. C'est fort parce qu'il est aussi, lui, très bon. C'est un acteur très sous-coté, je trouve, Mark Ruffalo, parce qu'il est plutôt discret dans ses prestations. Il est présent, il délivre toujours, mais ici, il nous fait une prestation plutôt pas mal. Le film est incroyable. Aussi bien la musique, comme je vous ai dit, la musique, la photo, les costumes. Franchement, en plus, dans un monde assez particulier, voilà, on aurait dit un peu une époque victorienne, année 1800, quelque chose comme ça, mais en même temps un peu plus moderne, un peu plus futuriste, un peu utopique par moments. Donc franchement, je vous recommande de regarder le film Poor Things, parce que pour la performance d'Emma Stone, pour le film, pour l'expérience, et ça, c'est beau. Mon top 6, maintenant, c'est le film
The Iron Claw. C'est un film également A24 qui met en vedette Jeremy Allen White, bien sûr Zac Efron, encore Harris Dickinson et aussi plein d'autres acteurs. Et c'est une famille, enfin c'est un film qui va retracer l'histoire vraie de la famille Von Erich, une famille de jeunes catcheurs euh, et qui est tragique. En fait, l'histoire est tragique et ce film est poignant. Et il est d'autant plus poignant quand tu sais que dans le film, ils sont allés un peu plus mollo que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y avait un frère en plus qui est décédé. Je vais pas vous dire plus que ça, mais sur ceux qui ont vu le film, vous savez à quel point c'est d'autant plus tragique de connaître la vérité que quand on regarde ce film. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails au niveau de l'histoire, mais tout ça pour dire que les performances de tout le monde dans ce film, et en particulier Zac Efron et Jeremy Allen White, c'est les meilleures performances qu'ils aient pu sortir, je pense. Je pense que c'est le meilleur film de Zac Efron, pour être totalement honnête. Il nous a sorti une performance incroyable dans cet aspect de l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit être fort. Et ça à cause d'une éducation paternelle très stricte. Et non, franchement, ce film est très très fort en émotion. Il m'a fait verser une larme à la fin. Et voilà, les thématiques traitées, c'est pas juste une famille de catch, c'est une famille de catch de frères. C'est des frères. Et c'est une famille qui est à la fois soudée et brisée et complètement voilà, dévastée par les événements. Donc voilà, il y a cette histoire qui est complètement poignante et c'est un des films les plus tristes que j'ai vu de ma vie, je pense. Donc voilà, pour cet aspect très tragique, pour tout ce que ça raconte, pour la performance des acteurs, le film mérite largement sa place de top 6 de l'année. Iron Claw, je recommande, bien sûr, c'est un film excellent. On passe à mon top 5, et mon top 5, c'est le film The Substance de Coralie Farja, avec Demi Moore et aussi Margaret Qualley dans les rôles principaux. Et ce film est... En matière de body horror, ces dernières années, vous verrez pas mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler, mais sachez qu'en gros, on va suivre la vie d'une actrice d'Hollywood en déclin, interprétée par Demi Moore, qui va suivre un programme qui va permettre de retrouver toute sa jeunesse. Et en fait, cette substance, comme on appelle ça, va lui permettre voilà, d'être de nouveau au devant de la scène. Ce film dénonce beaucoup de choses. L'impact d'Hollywood, les critères de beauté. Voilà, on te dit que tel ou tel critère fait que t'es parfaite ou non. Il te faut ça pour être au top de ta forme. Attention, tu dois faire attention à ci, à ça. Et ce film dénonce parfaitement tout ce qu'a vécu Demi Moore dans les années 80-90 quand elle était jeune. Elle a vécu tous ces problèmes avec Hollywood. Et dans ce film-là, c'est un peu cette vengeance qu'elle fait par rapport à Hollywood. Elle est excellente dans ce film. Et pourtant, je ne comprendrai jamais pourquoi on a voulu nous faire croire que Demi Moore était moche. Voilà, ce film, ils sont très forts. Ils sont très forts pour nous faire croire que, alors qu'en réalité, c'est juste des critères à la con de beauté. Et ça dénonce à fond l'influence, la domination des hommes aussi dans tout ce domaine. Le sujet est traité avec brio et on va aller jusqu'à une descente aux enfers. Donc voilà, je vais pas trop rentrer en détail pour ne pas trop dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais sachez que The Substance est un des meilleurs films body horror que vous verrez de ces dernières années. Alors, body horror, je vous dis body horror parce que c'est du body horror et faites attention quand vous regardez ce film, parce qu'il y a certaines scènes qui peuvent être dérangeantes. Voilà, maintenant qu'on a parlé de The Substance, on va rentrer dans mon top 4. Et dans mon top 4 est un de mes coups de cœur de cette année, bien sûr, un film qui m'a surpris et qui était complètement excellent. Je parle de Challengers. Il a été longtemps mon top 1 avant d'autres films qui viendront bien sûr après. Mais Challengers est incroyable. On a là, ici,
le meilleur film de Zendaya. Et comme je le dis toujours, je serai un grand défenseur de Zendaya depuis des années. Beaucoup de gens la trouvent surcotée. Ceux qui la trouvent surcotée, c'est ceux qui n'ont rien vu de ce qu'elle a fait en dehors des Spider-Man. Elle a fait Spider-Man, ok, elle joue un rôle, ok, voilà, d'appui, elle n'est pas très très présente, elle va pas délivrer des performances de fou. Regardez Euphoria, vous aurez déjà un aperçu de son acting. Regardez le film Malcolm et Marie, vous aurez un autre aperçu de son acting. Et regardez Challengers, vous aurez le meilleur aperçu de son acting. Zendaya n'est peut-être pas la meilleure actrice de sa génération, c'est sûr, mais elle s'impose de plus en plus en tant qu'actrice star de Hollywood et elle le mérite. Dans ce film, elle te délivre une performance qui passe par plein d'émotions, plein de personnalités qui évoluent au fil des années. On a une personne qui est remplie d'espoir, qui est pleine de compétitivité, qui est hyper forte dans son domaine, qui va ensuite passer à quelqu'un qui est rempli de dégoût, on va dire de tristesse, de regret par la suite. Et elle va vraiment manipuler ces deux hommes interprétés par Josh O'Connor et Mike Faist, donc Art et Patrick, qui sont tous les deux excellents aussi dans ce film. On va avoir ce triangle amoureux qui va générer tout au long du film une certaine tension sexuelle, aussi bien dans le sport, dans la compétitivité, tout le monde va vouloir se surpasser pour pouvoir prouver qu'ils sont meilleurs que l'autre. Il va y avoir cette bataille un peu entre tout le monde. Et finalement, ce film est excellent dans sa musique. Une des meilleures BO de 2024, s'il vous plaît. Trent Reznor et Atticus Ross nous ont sorti une BO incroyable. Je l'écoutais en boucle à la sortie du film. C'était incroyable. Et avec une réalisation de Luca Guadagnino qui était aux oignons. Franchement, aux oignons. Il y avait une véritable patte artistique de sa part dans ce film qui fait que au niveau des rythmes, les scènes de tension, les scènes d'engueulade, c'était un peu comme étant un échange au tennis. Et je trouve que ça illustre parfaitement ce qu'est un match de tennis. Et franchement, l'acte final de ce film est grandiose. Franchement, Challengers, un des meilleurs films de 2024 et le meilleur film de Zendaya à l'heure actuelle. Et je suis sûr qu'elle va nous pondre des classiques dans les années à venir. Maintenant, on va passer à mon top 3. Et avant de passer à mon top 3, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et aussi mettre un petit pouce bleu. Ça aide toujours à la chaîne et ça permet un meilleur référencement si vous voulez que les vidéos de ce style apparaissent un peu plus dans vos fils d'actualité. On va parler d'un film qui fait partie également de mes rattrapages, mais j'ai pris un pied devant. Il s'agit de Saturday Night. Regardez bien toutes les têtes que vous voyez dans l'affiche. Bon, elles sont un peu caricaturées, il y a un aspect très caricatural dans cette affiche, mais vous n'y verrez que des pépites, que des futures stars d'Hollywood. En effet, dans ce film, on va y retrouver une quinzaine d'acteurs, c'est vraiment un cast d'ensemble, une performance d'ensemble, chacun a son mot à dire dans ce film, et chaque acteur, presque tous les acteurs, sont tous des acteurs qui ont la vingtaine d'années. On va retrouver du Gabriel Labelle, du Rachel Sennott, on va retrouver le fils de Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, on va retrouver d'autres jeunes acteurs, mais aussi des plus vieux qui sont là pour les épauler, entre guillemets, dans ce film. On va retrouver le grand Willem Dafoe. Voilà, dans ce film, on va retrouver beaucoup de jeunes qui vont en fait monter, voilà, le Saturday Night Live, qui est en fait forcément un film qui parle d'une histoire vraie, le Saturday Night Live qui est hyper culte aux États-Unis sur la chaîne NBC. Et là, c'était quelque chose de nouveau qu'ils ont voulu apporter à la télévision, quelque chose pour les jeunes qui ont grandi avec la télévision. Donc c'était innovateur à l'époque, tous ces sketchs, toutes ces musiques qui sortaient. On va suivre un peu les prémices de la première émission avec un Gabriel Labelle qui est incroyable, il mérite une nomination aux Oscars. Le gars, il a mon âge, il a 22 ans, il a mon âge. Mais regardez ce qu'il fait au cinéma. C'est incroyable. Rachel Sennott,
elle est très très forte aussi dans ce film. J'ai hâte de voir son film qui sort cette année, mais elle est très très forte. On a un film qui va passer d'une personne à l'autre, ça va aller dans tous les sens, on va avoir plusieurs plans séquences dans ce film, on va te suivre à travers les coulisses, c'est hyper immersif, j'adore. Franchement, si je pouvais avoir un métier dans ce genre de milieu professionnel, voilà, travailler dans les coulisses d'une émission, j'adorerais faire ce genre de choses. Avec les défauts, avec tous les défauts du live, tous les aléas du direct, tout ce qu'il y a qui s'en suivent. Mais ce film était un pur kiff tout du long. Franchement, j'ai pris mon pied du début à la fin et je pensais pas que j'allais me prendre une telle claque devant ce film. J'ai kiffé, notamment voilà, les relations que tu as avec tel et tel personnage. Ils vont aller s'engueuler pour certaines choses, et en même temps, tu vas avoir des situations plutôt comiques, des situations plutôt dramatiques. Il y a un peu de tout dans ce film, et tu retrouves tout ce que tu peux aimer dans le cinéma, tout ce que tu peux aimer dans les Saturday Night Live, dans les late shows, etc. Et franchement, ce film est incroyable. C'est pas pour rien que c'est mon top 3. On va passer à mon top 2. Et je pense que c'est un top 2 ou un top 1 peut-être pour beaucoup de personnes. En deuxième position, j'ai placé le film Dune partie 2. Bien sûr, vous étiez sûrement en train de vous dire, mais il est où Dune? Le voilà. Là. Le voilà. Dune partie 2 est mon top 2 de cette année. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous faire tous les détails, toute l'analyse? Denis Villeneuve nous a pondu une masterclass. Les acteurs, Timothée Chalamet, son meilleur rôle jusqu'à présent. Hein, j'ai hâte de voir Complete Unknown ou encore ses autres films avec Marty Supreme, etc. J'ai jamais vu Timothée Chalamet avoir autant de charisme que dans ce film. Les thématiques, la puissance, l'aura du gars dans ce film est inégalable. La musique de Hans Zimmer est absolument épique. Elle est... C'est une musique qui va rester dans les annales telles Interstellar. Ça va être la même chose. Ça va passer dans les classiques de Hans Zimmer. C'est une de ses meilleures compositions. Et ça, je vous le dis, c'est une de ses meilleures compositions. Le film, une des meilleures réalisations, une des meilleures photographies que j'ai vues de ma vie. J'ai les 2h40 de film les plus rentables que j'ai pu voir au cinéma en IMAX. C'était une folie. Franchement, un film avec une histoire pareille de prophète, un récit, voilà, d'une montée en puissance du Lisan al-Gaïb et avec un casting incroyable avec une fois de plus Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh, Josh Brolin, Austin Butler, même Christopher Walken et aussi bien évidemment le grand Stellan Skarsgård. Il n'y a pas plus épique que ce film en 2024 et je pense même dans les années 2020. Je pense que Denis Villeneuve, quand il aura fait Dune Messiah, il va nous sortir une des meilleures trilogies de science-fiction de toute l'histoire. Et ça, je pèse mes mots. Et alors, qu'est-ce que j'ai hâte de voir le troisième film? J'ai envie de voir cette suite qui est censée se passer genre 12 ans après. J'ai envie de voir où sera Paul Atreides, où sera Chani, où sera un peu tout le monde. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et j'ai jamais été aussi hype pour une saga telle que Dune depuis des années. Et franchement, Dune partie 2, je pense que tout le monde l'a vu. C'est une masterclass. Et quasi tout le monde est d'accord là-dessus. Ce film est incroyable. On va parler du film qui m'a le plus touché de cette année. Le film qui m'a fait le plus vibrer. J'avais des étoiles plein des yeux quand je regardais ce film par un de mes réalisateurs préférés. J'ai nommé Here. Encore une fois, c'est un film qui va pas plaire à tout le monde, mais c'est un film qui est tellement unique en son genre. Je vous explique. Le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un plan fixe tout du long du film. En fait, tu vas avoir un seul angle de vue tout le long du film, et tu vas avoir des éléments qui vont arriver
pour raconter l'histoire. Et c'est fait d'une manière tellement fluide. Le montage du film est incroyable. Il y a une immersion totale. Ils sont hyper forts pour nous montrer qu'il faut savoir être créatif pour pouvoir proposer une histoire. Et finalement, on retrouve tout le staff, tout le casting de Forrest Gump, avec notamment Tom Hanks, Robin Wright et Robert Zemeckis à la réalisation. Robert Zemeckis, il fait partie de mes réalisateurs préférés et il revient en force avec un film qui m'a autant bouleversé que Forrest Gump l'avait fait à l'époque, sachant que Forrest Gump est un de mes films préférés de tous les temps. Il est dans mon top 5 du coup, parce que j'ai quand même Retour vers le futur, les 3 films qui prennent le top 3 à eux seuls. Et dans mon top 5, j'ai Forrest Gump. Donc, ouais, Forrest Gump, incroyable. Et Here, il y avait cette même magie. En fait, tu vas suivre des familles, plusieurs familles, 4-5 familles, à travers les générations, à travers les époques, du Big Bang à nos jours. Et ensuite, on va suivre toutes ces familles des années 20, même des années 1900 à nos jours, encore une fois. Et avec en personnages principaux Tom Hanks et Robin Wright, qui sont hyper émouvants. Et même Alan Silvestri à la musique. Oh, on retrouve le véritable Alan Silvestri qu'on avait à l'époque. Une musique qui te fait chialer. Un film qui te fait chialer. Tu vis. Tu célèbres la vie. Le film est magnifique. Il est non linéaire. Tu vas aller d'une époque à une autre. Tu vas suivre plusieurs récits. Par-ci et là. Les vies, les joies, les pleurs. Un peu tout. Tout ce que tu peux trouver dans une vie de chaque personne. Et tu vas avoir différents points de vue. Tu vas avoir le point de vue d'un aviateur, le point de vue d'un inventeur, le point de vue d'une famille moderne, du point de vue d'une famille des années 50. Et tu vas suivre aussi la famille de Tom Hanks de quand il naît à quand il est vieux dans cette même maison. Et ça, c'est fou de se dire tout ce qu'une maison peut recenser comme souvenir. Et ce film m'a touché à un niveau. Il y a plein de gens qui risquent de ne pas forcément comprendre le film. Généralement, ce sont des personnes un peu plus jeunes. Mais généralement, quand tu grandis, quand tu deviens adulte et tu commences à avoir ta vie de famille, etc., si tu regardes ce film, tu ne peux que te mettre à la place des personnages parce que tu ne peux que ressentir en fait toutes les émotions, toutes les joies, tout l'espoir, toutes les ambitions, tous les regrets que tu peux vivre au sein d'une même vie. Il m'a complètement touché, il m'a fait pleurer dans la salle. J'étais complètement bouleversé et je dis merci à Robert Zemeckis de nous proposer toujours des films très intimistes, des films qui sont très pertinents, et qui touchent directement droit au cœur. Je remercierai jamais assez cet homme d'avoir fait tous ces films. Pour moi, Retour vers le futur, Forrest Gump, maintenant Here, ou encore le Pôle Express, qui pour moi est le meilleur film de Noël que j'ai pu voir dans ma vie. Et pouvoir réaliser un film avec une telle prouesse technique de faire tout en un seul plan, il mérite totalement sa première place. Voilà, pour moi, Here est le meilleur film de l'année. J'ai hâte de le revoir et de pouvoir le savourer à nouveau, à un moment où je me sens peut-être pas bien, pour qu'il puisse me sentir bien, en fait. C'est un film confort, en fait. Et voilà, c'est mon top 1, et je pense que j'aurais pas vu mieux cette année 2024 que le film Here. Voilà, c'était mon top 10 de l'année 2024. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on va retrouver le même genre de film dans vos tops que dans le mien. Et n'hésitez pas, encore une fois, à mettre votre top 10 dans le commentaire, ou même votre top 3, vos tops, ce que vous voulez, du moment qu'on puisse échanger et passer, encore une fois, un bon moment dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, et aussi mettre un petit pouce bleu. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore une fois, excellente année 2025 à vous.